Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Dans les titres de ce mercredi 16 novembre, le doublement de l'autoroute A9 pourrait être réexaminé. C'est en tout cas ce qu'implique une disposition de l'accord électoral national passé hier entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Deuxième semaine de procès en appel pour Jean-Michel Bissonnet. L'homme d'affaires est accusé d'avoir commandité le meurtre de sa femme en mars 2008 à Castelnau-le-Lez. Et à la fin de ce journal, je vous propose d'aller à la rencontre d'un coiffeur itinérant. Laurent sillonne les petites routes du Gard à bord de son salon de coiffure mobile. Les suites du feuilleton de l'A9 et de son dédoublement aux abords de Montpellier. Le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts ont conclu hier soir un accord de programme national en vue des élections législatives 2012. Un accord qui prévoit notamment de réétudier certains projets liés au transport, comme le dédoublement de l'A9. L'accord, même s'il ne stoppe pas le projet de dédoublement en cours, risque de mettre dans l'embarras les élus locaux. Les explications avec Olivier Roiran. Le projet de dédoublement de l'A9 autour de Montpellier serait-il menacé par un accord politique national? La question se pose car ce mardi, le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts ont annoncé qu'ils mèneraient ensemble la bataille des élections législatives en 2012. Dans ce cadre, ils se sont mis d'accord pour réexaminer certains projets liés aux infrastructures de transport. Le dédoublement de l'A9 en fait partie. D'abord, il s'agit de gagner ces élections et en cas de victoire, il y aura un débat, un dialogue qui sera un dialogue constructif. Donc il ne s'agit pas d'aller du tout dans une confrontation, mais de réexaminer l'ensemble de ces dossiers de façon constructive. Donc on passe à une phase de dialogue, de réévaluation dans le cadre d'une toute autre politique d'État. C'est ça qui est important. Et donc c'est à ce moment-là qu'on verra si on peut faire avancer ces dossiers-là. Et on l'aura compris, réexamen du dédoublement de l'A9 ne veut pas dire annulation d'un projet récemment validé par l'État. Un rappel que ne manquent pas de faire les élus socialistes locaux qui veulent tous une nouvelle autoroute. C'est le cas du président de l'agglo de Montpellier qui ne s'inquiète pas vraiment. Ce dossier, il répond quand même à des considérants généraux très précis par rapport à l'affirmation du développement durable, développement des transports en commun, lien entre la mobilité ferroviaire et la mobilité transport en commun et le contournement en quelque sorte d'une infrastructure indispensable quand même à l'agglomération de Montpellier. Non, je pense qu'il n'est pas directement concerné, ce dossier. En tout cas, moi, je serai vigilant pour qu'on respecte un peu l'essai qui a été marqué, qui était attendu depuis 30 ans. Et après l'accord national, les socialistes et les écologistes savent bien que des discussions locales vont avoir lieu. Elles détermineront l'attribution des candidatures communes dans les 9 circonscriptions de l'Hérault. Le Vert, Jean-Louis Roumégas, se verrait bien sur la première. Il sera peut-être appelé à faire un effort sur le dossier de l'A9 pour avoir le soutien de ses nouveaux amis socialistes. L'autoroute A9 justement en proie aux perturbations entre Montpellier Sud et Lunel pendant une bonne partie de la journée. En cause, un poids lourd qui s'est couché en travers de l'autoroute peu avant 5 h du matin à hauteur de Saint-Géniès-des-Mourgues dans le sens Montpellier-Nîmes. Le chauffeur serait légèrement blessé. Le camion n'a percuté aucune autre voiture, mais il a bloqué les 3 voies de circulation et son chargement de clémentine s'est répandu sur toute la chaussée. L'accès à l'autoroute a dans un premier temps été fermé, puis la circulation a été progressivement rétablie sur une voie, puis 2 dans l'après-midi. L'accident a généré des embouteillages sur l'A9 et les bretelles de sortie depuis Montpellier Sud jusqu'à Lunel, ainsi que sur le réseau secondaire. Le trafic n'est revenu à la normale que vers 16 h 30. Le 11 décembre prochain, la SNCF entame la modification de 85% de ses horaires sur toute la France. En parallèle au gros chantier de rénovation des voies ferrées, Réseau Ferré de France et la SNCF mettent en place le cadencement horaire. Objectif affiché, plus de lisibilité et de régularité dans le trafic ferroviaire, même si le Conseil régional du Languedoc-Roussillon regrette la diminution du nombre de trains. Les explications avec Alain Belon. Oui, ça va. À part les retards des fois. Moi, je viens de Toulon. Quand je dois changer de train à Marseille, il n'y a pas de correspondance, elle est déjà partie. Des retards, pas de correspondance, ce sont des problèmes récurrents dans le transport ferroviaire. Pour répondre à ces difficultés et à sa clientèle, REFF et la SNCF ont lancé en 2007 le cadencement dans différentes régions de France. Le 11 décembre, il débutera à Languedoc-Roussillon. On réinvente le mode de production des horaires, des sillons, donc des trains. Les trains passent dans les gares aux mêmes minutes pour que ça soit beaucoup plus facile à retenir pour les usagers. On espère que ça sera évidemment un des éléments aussi favorables pour améliorer la régularité ou en tout cas la préserver.
Le cadencement permettra l'augmentation du trafic pendant les heures de pointe, mais aussi plus d'arrêts dans les gares. Les trains, à la demande donc, du Conseil régional, puissent s'arrêter un peu plus dans certaines gares pour améliorer l'offre dans des gares intermédiaires, notamment entre Nîmes et Montpellier ou entre Nîmes et Avignon. Il peut y avoir peut-être oui certaines aux origines destinations qui désormais aussi devront parfois se faire avec des correspondances en gare de Nîmes ou en gare de Narbonne par exemple, parfois sur des trains qui n'existaient qu'une fois dans la journée précédemment. La mise en place définitive du cadencement est prévue jusqu'en 2016. Des horaires devraient encore changer après l'ouverture du viaduc de Courbessac et le contournement de Montpellier. Et pour plus d'informations sur cette modernisation des réseaux, un site internet www.horaires2012-sncf.com. Et cet après-midi, Nicole Notat a été nommée médiatrice des nouveaux horaires. Près de 150 salariés du groupe de santé UGCAM étaient rassemblés devant leur siège régional à Montpellier cet après-midi. En grève depuis 3 jours, ils dénonçaient des atteintes faites à leurs acquis sociaux, notamment des heures de récupération. UGCAM gère une dizaine de centres de soins en Languedoc-Roussillon, dont la clinique du Mas de Rocher à Montpellier. Pendant 3 jours, là-bas, la prise en charge des patients était donc assurée, mais les services fonctionnaient au ralenti. Et ce soir, les grévistes ont voté la reprise du travail. Dès demain matin, ils ont notamment obtenu la suspension des dispositions incriminées et le paiement de leurs jours de grève. Les huîtres et les moules de l'étang de Thau à nouveau propres à la consommation. La préfecture a levé aujourd'hui l'interdiction de récolte et de commercialisation qui frappait ces coquillages depuis le 4 novembre. Les dernières analyses microbiologiques effectuées se sont révélées satisfaisantes. Deuxième semaine du procès Bissonnet à Carcassonne. Depuis le 7 novembre, le procès en appel de Jean-Michel Bissonnet se tient devant la cour d'assises de l'Aude. Il est accusé d'avoir commandité le meurtre de sa femme Bernadette, tuée à leur domicile de Castelnau-le-Lez en mars 2008. Le 10 février dernier, Jean-Michel Bissonnet avait été condamné à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Hérault, au terme d'un procès plutôt houleux. Et depuis lundi à Carcassonne, les débats portent sur les circonstances et la scène du crime. Et aujourd'hui, on parlait plus particulièrement du moment où Jean-Michel Bissonnet a signalé le meurtre de sa femme à la police. On écoute Jean Brun. L'écoute de l'enregistrement de l'appel de Jean-Michel Bissonnet aux gendarmes prend les jurés aux tripes. Il pleure, hurle « Mon amour, il y a du sang partout. Pourquoi on t'a fait ça ?» Il est 22h ce 11 mars. Bissonnet vient de découvrir le cadavre de sa femme Bernadette. Au bout du fil, le gendarme recommande de ne toucher à rien. C'est à ce moment-là que Bissonnet commet certainement une erreur. Tout en continuant à geindre au téléphone, il plie sa veste, enferme le chien à l'étage, éteint la télévision et passe une serpillière sur le sol ensanglanté, avant de recouvrir le visage de sa femme. L'avocat général Brignol relève la coïncidence. N'est-ce pas troublant qu'à quelques minutes d'intervalle, l'assassin et vous-même ayez exactement le même comportement, essuyé du sang ? La question reste sans réponse. Auparavant, son fils Marc perd son sang-froid, ne supportant pas ces évocations. Il a été exclu de la cour d'assises. La 8e fête des vignes se prépare pour les 25, 26 et 27 novembre prochains. Pendant 3 jours, amateurs de vin et œnologues confirmés pourront déguster les productions de 43 viticulteurs locaux sur la place de la Comédie. Le principe reste inchangé. Pour 2 €, le visiteur peut déguster 3 vins. L'an passé, la manifestation avait attiré 100 000 personnes. Les gens sont là pour venir parler du produit, pour le goûter, mais le goûter, et puis bon, après les gens le dimanche vont dans les caveaux, et alors là dans les caveaux font leur vrai achat, donc ça c'est important. Rare, les gens achètent sur la Comédie une bouteille comme ça, achètent quelques bouteilles, bon certes, mais la vente se fait surtout dans les caveaux le dimanche, et c'est l'objectif de cette manifestation, c'est faire connaître nos viticulteurs et amener le public chez nos viticulteurs, et ça c'est important. À noter que chaque année, une partie des bénéfices vont à une association. L'an dernier, 17 000 € avaient ainsi pu être reversés au SIDAction. Les championnats de France de judo se tiendront à Montpellier les 24 et 25 novembre 2012. 450 compétiteurs, hommes et femmes, s'affronteront sur les tatamis de l'Arena. Plus de 8 500 spectateurs sont attendus chaque jour pour cette manifestation qui donnera lieu à des rencontres avec des judokas et des démonstrations, notamment dans les écoles de Montpellier et sur la place de la Comédie. Il se trouve que le président de la Fédération française de judo est montpelliérain, une proximité géographique bien utile pour organiser une manifestation de cette ampleur. On l'écoute.
Et il ne faut surtout pas croire que c'est parce que je suis licencié à Montpellier depuis plus de 20 ans qu'on a choisi la ville de Montpellier. Non, elle correspond tout à fait aux critères. Et ensuite, une aréna comme celle-ci, il faut absolument qu'on l'essaye parce que si un jour on veut faire des compétitions de niveau supérieur, de très niveau international, eh bien il faut qu'on ait eu une expérience pour voir comment ça pouvait se passer, comment le public peut se déplacer. Tout ça, ce sont des expériences pour nous qui nous permettront peut-être d'aller plus haut. Cette compétition se déroule sur 2 jours. Donc 2 jours pleins. Il y a des catégories tous les jours, 7 catégories. Donc ils sont répartis entre les garçons et les filles. Il y a 7 titres qui sont donnés chez les garçons, 7 titres chez les filles, avec des journées pleines où on assiste donc aux éliminatoires jusqu'à la finale dans la même journée. L'Arena définitivement placée sous le signe du sport. L'Open Sud de France s'y déroulera du 30 janvier au 5 février prochain. Ouverture de la billetterie dès demain 10h. Robin Söderling, Richard Gasquet, Arnaud Clément ou encore Gaël Monfils sont annoncés pour cette 2e édition. Gaël Monfils qui avait remporté la première édition du tournoi et pourtant, pour attirer ces têtes d'affiche, les organisateurs butent sur le calendrier. En effet, le tournoi se joue juste avant la Coupe Davis, comme l'explique le directeur au micro de Jean Brun. C'est sûr que pour 2012, c'est un problème de choix pour des joueurs, mais les joueurs sont des joueurs professionnels, ils ont des calendriers à tenir. Ce sera une façon pour eux, pour ceux qui rentrent d'Australie, de renouer avec l'indoor avant d'aller affronter le Canada en indoor à Vancouver. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients, à chacun de faire ses choix. Nous avons établi avec d'autres joueurs étrangers comme Robin Söderling et Thomas Berdych, qui sont des joueurs du top 10, un plateau qui tienne la route et qui tienne compte des impératifs des joueurs étrangers et des joueurs français en matière de Coupe Davis. Et dès la prochaine édition, les choses devraient rentrer dans l'ordre puisque la Coupe Davis 2013 se jouera avant l'Open Sud de France. Le Salon international du jeu vidéo, le Montpellier In-Game, débute demain au Quorum. Une 2e édition étoffée puisqu'elle passe de 2 à 4 jours avec une partie professionnelle et une partie ouverte au grand public ce week-end. Et parmi les temps forts cette année, la rencontre de 2 grands noms du jeu vidéo. Michel Ancel, le créateur de Rayman, et Jordan Mechner, le père de Prince of Persia. Ce sera le 19 novembre. Et pour terminer ce journal, je vous propose de découvrir une initiative originale. Il y a 4 ans, Laurent a choisi d'installer son salon de coiffure dans un bus. Depuis, ce coiffeur sillonne les villages du Gard à bord du Tifferbus à la rencontre de ses clients. Son portrait brossé par Olivier Michel. Pour ceux qui s'arracheraient les cheveux à ne pas savoir si l'on va chez le coiffeur ou au coiffeur, eh bien sachez que c'est lui qui vient à vous. Tout au moins pour les habitants de la banlieue d'Anduze qui voient depuis 4 ans circuler le Tifferbus. Précédemment, j'étais coiffeur domicile. Et dans les petits villages où j'allais coiffer les personnes de tous les âges, on va dire, j'entendais toujours un petit peu la même chansonnette, c'est-à-dire tiens, un salon de coiffure dans notre village, ce serait sympathique. Mais bon, impossibilité pour un salon de coiffure de vivre dans un petit village de moins de 500 habitants, on va dire, quoi. Afin de ne pas avoir affaire à 3 pelés et un tondu, le coiffeur a donc choisi l'itinérance. Anduze, Massillagatuèche, Mialé ou Soman, à chaque jour son village. Une présence et une régularité qui fidélisent la clientèle. Les avantages, c'est qu'on n'entend pas trop et puis c'est sur place. Dans les petits villages comme ça, il n'y a plus rien, il n'y a plus de coiffeur et lui, il dépanne vraiment, hein, surtout les personnes âgées. À l'instar des bouchers et autres épiciers ambulants, Laurent a dû compléter ses compétences de coiffeur alors qu'il ne frisait pas encore la cinquantaine. Il est obligatoire d'avoir un permis poids lourd pour conduire un bus, évidemment, quoi. Un bus qui a été déclassé, donc. Mais sans le permis poids lourd, c'était impossible. Donc, à 44 ans, j'ai été obligé de repasser le permis. Laurent travaille au quotidien avec sa femme Valérie, de quoi peut-être quelquefois se crêper le chignon. Mais voilà, une affaire de famille qui roule. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu demain, 12h30. D'ici là, passez une excellente soirée sur TV Sud.